Troisième partie sur le patrimoine, période dite moderne de la Renaissance au siècle des Lumières, 16e, 18e siècle, avec d'abord à la Renaissance la naissance d'un véritable patrimoine artistique. En fait, la Renaissance est un moment de reconnaissance de l'art comme une activité autonome. L'art qui a ses artistes, alors il y a toujours eu des artistes, mais les artistes étaient assimilés aux artisans. Au Moyen-Âge, ils étaient souvent anonymes, pas toujours, hein. On connaît certains noms d'artistes qui avaient une réputation, mais qui étaient reconnus avant tout comme des artisans adroits. À la Renaissance, donc à la fin du Moyen-Âge, au début de l'époque moderne, 15e, 16e siècle, on identifie des artistes qu'on admire et ces artistes sont soutenus par ce qu'on appelle des mécènes. Un mécène est quelqu'un qui entretient un artiste, qui finance ses travaux. Alors en général, les artistes recevaient une pension de leur mécène et puis ils réalisaient des œuvres d'art pour leur mécène. Alors, un exemple célèbre, c'est celui de Botticelli, un peintre italien du XVe siècle, qui a réalisé des toiles célèbres, dont celle-là, le Printemps, qui se trouve à la Galerie des Offices à Florence aujourd'hui. À Florence, ce n'est pas pour rien, parce que Botticelli a travaillé à Florence parce qu'il était pensionné par un mécène célèbre, Laurent de Médicis. Laurent de Médicis était le grand-duc de Toscane, qui régnait sur Florence et les campagnes alentours, et il était immensément riche. Et Laurent de Médicis commandait des tableaux à Botticelli qui s'exécutaient évidemment puisque il était payé pour ça. Et Laurent de Médicis se faisait à l'occasion représenter sur les tableaux et on le voit ici à gauche du tableau sous les traits de Mercure. Mercure, le dieu romain qui, vous voyez ici, désigne l'au-delà, le très-haut, Dieu, le ciel, qui renvoie aux réalités supérieures et qui nous invite à penser que c'est Dieu qui dirige le cycle de la vie, qui est ici représenté sur ce tableau de Botticelli. Les Médicis ont donc été des mécènes très importants et c'est pour cela que la ville de Florence, en Italie, où régnaient les Médicis, reste une capitale patrimoniale particulièrement prestigieuse et célèbre. La plupart des grandes familles italiennes à la Renaissance entretiennent des peintres, des sculpteurs, des architectes. Et ces familles sont très souvent rivales car l'Italie est faite de quantité de petits États et chaque État veut briller et surpasser l'autre. Eh bien, avoir un patrimoine artistique prestigieux fait partie des moyens d'organiser cette rivalité. Et un autre terrain d'affrontement, c'est celui de la conquête de postes prestigieux. Et il y a un poste prestigieux en Italie que les grandes familles italiennes visent, c'est le statut de pape. Les Médicis ont fourni un certain nombre de papes, et de même que les Borgia, qui étaient une autre famille un peu rivale des Médicis. Et les papes eux-mêmes ont été de grands mécènes. C'est la grande époque du réaménagement de Rome et de l'embellissement. Et les papes ont encouragé les artistes à produire des œuvres pour eux, évidemment la basilique Saint-Pierre restant le monument le plus considérable qui a été réalisé à cette époque, et pas seulement le bâtiment lui-même, l'ensemble de la décoration qu'il y a dans les bâtiments du Vatican. Si on identifie un patrimoine artistique à la Renaissance, c'est parce qu'on redécouvre un art qu'on n'avait jamais totalement oublié, mais que l'on redécouvre à cette époque, c'est l'art de l'Antiquité. Il y a à la Renaissance, et c'est pour ça qu'on appelle ça la Renaissance justement, il y a un renouveau de l'intérêt pour l'art gréco-romain de l'Antiquité. Et cet intérêt est stimulé
par la redécouverte d'œuvres qui étaient dans les décombres de Rome ou dont certaines s'étaient retrouvées enterrées au début du Moyen Âge, qu'on avait oubliées et qu'on redécouvre parce que, comme les papes réaménagent Rome, on fait beaucoup de travaux. Et quand on fait des travaux, eh bien on sort parfois des œuvres d'art. Et le meilleur exemple, le plus célèbre, c'est la statue ici de Laocoon en 1506, qui a été dégagée à l'occasion des fouilles et qu'on a découverte à ce moment-là. Alors Laocoon est un prêtre troyen dans l'Iliade, à la fin de l'Iliade, le livre d'Homère, on raconte que c'est celui qui s'est opposé à l'entrée du cheval de bois que les Grecs avaient construit. Et vous savez que ce cheval de bois était rempli de guerriers grecs qui ont incendié la ville de Troie. Et Laocoon avait refusé qu'on fasse rentrer le cheval de bois dans la ville de Troie. Et Poséidon, le dieu de la mer, qui était du côté des Grecs, qui soutenait les Grecs, pour faire taire Laocoon, a fait sortir 2 serpents de la mer, et les 2 serpents ont emporté Laocoon et ses 2 enfants. Et vous les voyez ici. Et cette statue a beaucoup impressionné quand elle est redécouverte en 1506, parce que elle révèle le niveau de perfection technique auquel étaient arrivés les artistes de l'époque, ici grecque, de l'époque dite hellénistique, la fin de l'époque grecque. On arrive là, on n'est plus très loin de l'époque de la paix romaine. Et on voit cette perfection artistique avec la capacité à représenter le mouvement, la capacité à représenter les sentiments, à représenter la souffrance. Et cela a énormément impressionné les artistes de la Renaissance. Et par conséquent, l'art de l'Antiquité a valeur de modèle et on veut conserver des œuvres d'art justement qui sont considérées comme des modèles qu'il faut tenter d'égaler. Et donc cela participe de l'identification d'un patrimoine artistique. C'est l'époque où on ouvre les premiers musées. À Rome, on ouvre un musée en 1471. La Galerie des Offices à Florence, qui reste l'un des plus beaux musées du monde, qui a été justement alimenté par les Médicis, qui avaient une collection fantastique d'œuvres d'art réalisées par les artistes de la Renaissance. La Galerie des Offices à Florence est ouverte en 1581. Donc voilà, 1471 à Rome, 1581 à Florence, on ouvre des musées, et cela montre bien l'intérêt pour le patrimoine artistique qui n'est plus seulement là pour décorer, pour faire un joli cadre de vie, mais qui est reconnu comme une activité particulièrement exceptionnelle, comme un bien commun de la société qu'il faut conserver. Un autre type de patrimoine qui se développe à l'époque moderne, c'est l'époque des cabinets de curiosités. Les cabinets de curiosités, ça commence dès le XVIe siècle, et on voit ici, là, sur ce tableau du tout début XVIe siècle, on voit un cabinet de curiosités. Alors, ça représente saint Augustin qui a vécu au 5e siècle après Jésus-Christ, donc absolument rien à voir, évidemment. Ça le représente dans un cadre qui n'est pas du tout le cadre de vie de son époque, mais ce n'est pas grave, c'est beaucoup plus le cadre de vie d'un savant du XVIe siècle. Mais ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'on le représente dans une pièce où se trouvent réunis quantité d'objets, qui révèle sa curiosité et son intérêt pour les objets les plus divers, qui viennent du monde entier. Alors il y a une dimension très hétéroclite dans tout cela, mais ça suggère l'intérêt des savants de l'époque qu'on appelait les humanistes, leur intérêt pour tout ce qui révèle l'activité humaine, l'intelligence humaine dans le monde. Et ils réunissent chez eux dans des pièces dédiées, tous les objets un peu curieux qu'ils trouvent, les objets scientifiques, les objets exotiques
et ils les réunissent dans des pièces où on trouve un peu de tout, mais tout ce qui peut justement stimuler la curiosité. C'est ce qu'on appelle les cabinets de curiosité. Ça connaît une vogue importante, et vous voyez ici, par exemple, un cabinet de curiosité du XVIIe siècle, où là, on voit que c'est vraiment un bric-à-brac impressionnant, et là, un cabinet de curiosité du XVIIIe siècle, où vous avez aussi bien des œuvres d'art que des objets liés à la médecine, liés à la physique, liés à l'astronomie, et des pièces, des médailles, des restes d'animaux, des peintures, des gravures. Voilà, c'est une époque où on voit que des gens instruits, donc des milieux sociaux évidemment les plus favorisés, considèrent qu'il y a des objets qu'il faut garder, des objets qu'il faut tenir à part, qu'il faut conserver, de façon à pouvoir ensuite les transmettre, parce qu'ils portent en eux non pas une valeur financière, ni même peut-être une valeur affective, mais ils portent en eux une occasion de réflexion, une occasion de nourrir sa curiosité pour le monde, une occasion de se cultiver. On appelle ça, à cette époque-là, souvent on appelle ça des antiquités, parce que ce sont souvent des objets assez anciens, qui ne datent pas forcément de l'Antiquité. Mais ce sont en tout cas des objets qui portent le témoignage d'une époque, qui matérialisent l'esprit d'une époque. Donc, ce ne sont pas forcément des œuvres d'art, ce ne sont pas forcément des monuments, ça dépasse le cadre de l'art, hein, c'est plus du patrimoine artistique, ça dépasse le cadre des monuments, parce que ça n'a pas forcément un intérêt esthétique majeur, et c'est pas forcément un symbole religieux ou politique. On peut parler d'une certaine laïcisation du patrimoine, il y a un patrimoine qui là n'a plus rien de religieux. Il peut y avoir des objets religieux dans les cabinets d'antiquité, mais enfin, ce n'est pas le but premier. Et c'est l'époque où on ouvre les premiers musées. Par exemple, en 1753, on ouvre le British Museum à Londres. En 1773, le musée d'histoire naturelle de Charleston, aux États-Unis. Et enfin, c'est pas encore les États-Unis à cette époque, d'ailleurs, c'est encore les 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord, en 1773. Et en 1793, le Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui existe toujours. De même que le British Museum et le musée d'histoire naturelle de Charleston aussi, d'ailleurs. Parce que on a quantité d'objets, et on voit là tout particulièrement des objets qui ont un caractère scientifique que l'on souhaite rendre accessible au public. C'est le rôle des musées qui ouvrent à cette époque au XVIIIe siècle.